Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Thierry Golin et toute l'équipe d'OVNI Languedoc vous remercie pour votre présence et vous souhaite une bonne journée avec nous à l'occasion de ce 15e congrès que l'on appelle maintenant les 15e rencontres ufologiques d'OVNI Languedoc, qui vont se dérouler comme suit. Aujourd'hui, dans quelques minutes, Martine Pérez, notre conférencière en chef, va faire une conférence l'ufologie de l'Antiquité au Moyen-Âge, tout un programme. À 12h jusqu'à 14h, nous aurons une pause déjeuner. À 14h, notre infographiste Laurent Morlieras va nous parler de la révélation de la nouvelle identité de notre association. Je ne vous en dis pas plus. Et à 14h30, notre président Thierry Golin nous parlera d'un cas extrêmement sérieux, sinon le plus sérieux du cadre européen, c'est le cas de Manissès, où quand les mirages traquent les ovnis. Ensuite, nous aurons un petit temps de pause, et à 16h, Laurent Morliera nous fera une conférence sur l'intelligence artificielle et les rapports avec l'ufologie et la supposition de la vie extraterrestre. Maîtriser son futur environnement grâce aux nouvelles technologies. À la suite de cette conférence, on pourra échanger librement avec les conférenciers. Demain dimanche, le matin sera consacré à l'ouverture gratuite pour le public, puisqu'il s'agira d'une rencontre à bâton rompu avec les gens qui viennent nous voir. Ce sera l'occasion peut-être de recueillir des témoignages. Demain après-midi, reprise de notre congrès avec le visionnage d'un court-métrage, ou d'un film plutôt, réalisé par Georges Combe. Nous en reparlerons. Voilà, maintenant je laisse la place à Martine. C'est allumé, vous m'entendez? Je n'ai pas besoin de parler trop fort. Bon, bonjour. Alors, ah oui, je suis conférencière, mais pas en chef, hein, il s'est trompé. Donc voilà, je vais vous parler de l'ufologie de l'Antiquité au Moyen-Âge. Donc en fait, je ne vais pas vous faire une thèse. J'ai recueilli tout simplement des témoignages que l'on retrouve dans nos livres actuels qui parlent d'ufologie. Donc j'ai été assez interpellée par ces courts extraits que l'on trouvait dans nos livres sur l'ufologie, et je suis allée fouiller un petit peu. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de... En fait, je vais vous citer les exemples, je vais vous citer ce qu'on peut lire. Voilà, avec une petite citation de Lucrèce du 1er siècle. Hein, il te faut avouer qu'il y a dans d'autres régions de l'espace d'autres terres que la nôtre, et des races d'hommes différentes, et d'autres espèces sauvages. Donc déjà, au 1er siècle avant Jésus-Christ, certains étaient au courant qu'il se passait autre chose ailleurs. Donc on va commencer par l'Antiquité. Donc l'Antiquité désigne une période de l'histoire qui s'étend environ de moins 3004 à 3004 avant JC et 476 après JC. Elle est centrée sur les cultures du bassin méditerranéen. Chacune de ces cultures a réalisé des avancées dans de nombreux domaines qui ont façonné l'histoire du monde. Elle succède à la préhistoire, marquant le début de civilisations évoluées. Donc l'Empire romain d'Occident disparaît environ en 476. Cet événement marque la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Alors pour certains historiens, ce serait plutôt l'année 395 qui marque la fin de l'Antiquité, qui est l'année de la mort de Théodose, un empereur romain. Mais bon, on va les laisser un petit peu s'entretuer par rapport à cette histoire. Les savants de la Renaissance décident de nommer cette période Antiquité, car en grec, cela désigne tout simplement les temps anciens, quels qu'ils soient. Ce sont les temps anciens. Mais l'Antiquité n'est pas que l'apanage du bassin méditerranéen, et donc nous allons voyager dans divers pays. Je n'ai pas voulu focaliser l'Antiquité uniquement sur le bassin méditerranéen.
Alors, pour commencer, on va parler on va commencer par Rome avec Julius Obséquens. Donc, les extraits que je vais vous lire, ce sont des extraits qu'on retrouve dans nos livres actuels. Donc vous verrez par rapport aux images, donc ça par exemple, toutes ces images qui ressemblent à celle-ci sont extraites du livre des prodiges de Julius Obséquens. Quant aux autres, ce sont des images d'intelligence artificielle parce qu'en fait c'était plus simple à réaliser. Donc Julius Obséquens était un écrivain romain connu pour son ouvrage Le Livre des Prodiges. C'est un recueil de faits miraculeux tiré d'une compilation de l'Ab Urbe Condita Libri de Tite-Live, littéralement les livres depuis la fondation de la ville de Rome. Donc tout a été consigné, tout a été écrit. Le livre des prodiges est consacré aux augures et événements étranges survenus à Rome entre l'an 249 avant JC et 12 avant JC. Dans ce livre, Julius Obséquens est allé déjà lui-même retirer des extraits qui étaient écrits dans le livre de Tite-Live. Voilà, donc on est dans des extraits d'extraits. Voilà, il les a sortis de leur contexte, c'est-à-dire qu'il a enlevé pour majorité la partie historique. Si les événements se sont passés pendant une bataille, ou il le signale, il le formule à peine. Premier extrait. Il est écrit que 3 soleils resplendirent en même temps cette nuit dont je parle, et plusieurs étoiles traversèrent le ciel à l'Annuvio en 175 avant JC. Donc là, dans l'image, la représentation, ce sont bien 3 soleils, et l'espèce de petit croissant que vous voyez sur les soleils, c'est la Lune, tout simplement. Donc les 3 sont vus en même temps. À Capoue, on vit au milieu de la nuit le soleil. Et le même jour, à Formie, 2 soleils apparurent ensemble. Sur l'île de Céphalonie, une trompette résonna du haut du ciel et une pluie de terre tomba. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'éruption volcanique, ni de cyclone, rien qui pouvait apporter cette pluie de terre. À Conza, je ne sais pas trop prononcer les mots latins, l'on vit des armes voler dans le ciel. Il pourrait s'agir d'une bataille, pourquoi pas. On entendit dans le ciel un frémissement, et l'on en vit en tomber des javelots. Il plut du sang. À Rome, on vit en plein jour une torche ardente voler dans les airs. Il faut savoir que quand on lit le livre des prodiges, les Romains, les Grecs, dans tout le bassin méditerranéen, ils étaient parfaitement au courant de tous les phénomènes astronomiques. Donc on peut lire dans certains textes qu'une comète a traversé le ciel. Donc ils l'appellent comète, tout simplement. Ils ne vont pas dire une torche a traversé le ciel, c'est une comète. Donc voilà, quand on lit une torche a traversé le ciel, on peut se poser des questions sur le phénomène. Donc voilà une autre image du livre des prodiges. Il est dit qu'en 163 avant Jésus-Christ, quelque chose qui ressemblait à un soleil brilla dans la nuit au-dessus de Pesaro. C'est la nuit, c'est un soleil, on pourrait croire que c'est une comète, un météore. Non, c'est pas cité, c'est pas dit. C'est quelque chose, c'est un soleil qui brille. Et en moins 122 en Gaule, apparurent 3 soleils et 3 lunes en même temps dans le ciel. Je ne sais pas, je ne suis pas astronome, je ne sais pas si ces phénomènes-là existent réellement. Je trouve ça assez étrange. Et c'est assez étrange pour que ce soit relaté dans les livres d'ufologie. En moins 91, près de Spolète, un globe de feu de couleur d'or tomba en tournoyant sur la Terre. Ayant ensuite augmenté de volume, il s'éleva dans les airs et porté vers l'Orient, il couvrit l'étendue du Soleil. Voilà, autre phénomène, donc c'est un globe qui tombe, et si c'est une météorite, une comète, un bout de météorite, en général il ne remonte pas.
dans le ciel. Et en plus, il connaissait aussi les effets de la foudre en boule. Donc la foudre, c'est la foudre. C'est pas un globe de feu qui descend et qui remonte, non, c'est la foudre. Elle est nommée ainsi dans les textes. Et à Préneste est dans l'île de Céphalonie. Alors Céphalonie, Préneste, c'est à côté de la Grèce. On vit tomber du ciel des drapeaux. Alors là, j'ai fait quelques recherches, j'ai pas trouvé. Et je me suis posé la question de savoir si c'était pas une aurore boréale ou australe. Mais voilà, du côté de Rome, ça me semble, je sais pas, un peu improbable. Il faudrait faire des recherches un peu plus approfondies. Et on vit dans le ciel une torche ardente. Il tonna, le ciel était sans nuages. Donc ils ont entendu des coups de tonnerre, mais il n'y avait rien dans le ciel. En Arpée fut vu au ciel un petit bouclier rond. Là, on parle de bouclier, on ne parle pas de torche. Bouclier, c'est quelque chose qui est en métal, donc pour moi, c'est clair, ça n'engage que moi, c'est un ovni. Et on vit la lune combattre et choquer contre le soleil et faire apparaître en plein jour de lune. Malgré la sérénité du ciel, Vargunteus Pompeius fut tué par le feu céleste. On vit une poutre ardente étendue sur le ciel du côté de l'Occident. Donc voilà, telle qu'elle est représentée dans le livre des prodiges. Enfin, je ne sais pas. À cette époque-là, avant Jésus-Christ, des poutres ardentes qui se baladent dans le ciel, moi je pense que c'est un phénomène assez étrange. Et bientôt après, César fut blessé à mort en combattant contre Antoine. On vit comme des armes et des javelots s'élever de terre avec un grand bruit et se diriger vers le ciel. Donc on voit cet extrait-là dans un livre d'ufologie. Mais on peut quand même se poser la question, tout simplement, est-ce qu'il ne s'agit pas des javelots dans la mesure où il y a un combat, où il y a une guerre, voilà, des javelots qui sont lancés dans le ciel et puis pour atteindre leur cible. Et là, on va encore plus loin. Une monnaie frappée sous l'empereur Pertinax, successeur de Commode, représente une femme qui tend les mains vers un objet mystérieux ressemblant à un globe volant. Des experts, dont je ne connais pas le nom, disent que cet objet n'est ni une étoile, ni le soleil, ni la lune, car la position des 4 rayons n'est pas symétrique et que d'en conclure qu'il s'agit d'un ovni. Alors je ne sais pas qui sont les experts. Effectivement, elle a les bras levés vers une espèce de sphère avec des rayons, mais de là à voir que les rayons ne sont pas symétriques, d'ailleurs ça ressemble à une mine, la première en haut, là-haut, la sphère ressemble, bon, je me fais des petites analogies comme ça parfois, ressemble plus à une mine ou qu'à un ovni. Alors ensuite, on va passer avec Pline l'Ancien. Alors c'est un écrivain et naturaliste romain du 1er siècle. Pline l'Ancien évoque dans son recueil Histoire naturelle des faits tout aussi étranges que Julius Obséquens et Tite-Live. Il dit « Des barres brillantes apparaissent dans le ciel, semblables à celles qu'on vit après la défaite de la flotte qui coûta aux Lacédémoniens leur suprématie en Grèce. Une étincelle détachée d'une étoile augmente de volume en se rapprochant de la Terre et, après avoir atteint la taille de la Lune, diffuse une faible clarté pour se retirer ensuite dans le ciel sous la forme d'une torche. » Voilà. Quand on lit ces livres, que ce soit, le recueil Histoire naturelle ou le livre des prodiges, la majorité des événements, donc toutes ces torches qu'on voit dans le ciel, tous ces phénomènes de 3 soleils, 3 lunes en même temps, sont liés avec des faits de guerre. Voilà. Quel est le lien? Je ne sais pas. Sous le consulat de Valerius et Martius, une plaque de feu ronde traverse le ciel au coucher du soleil, de l'Occident à l'Orient, en laissant des traînées d'étincelles. Ça, donc c'est encore un extrait qui est tiré d'un ensemble où il y a, après un événement, encore une guerre, ils passaient leur vie à ça, c'était horrible. Alors un autre personnage qui raconte encore des choses un petit peu extraordinaires, c'est Cicéron.
qui est un avocat, homme d'État, philosophe et écrivain romain. Cicéron, dans son ouvrage de la divination, alors là, je vous conseille de lire cet ouvrage. Il est complètement dingue, vous le trouverez sur la BNF Gallica, mais même le livre des prodiges. Il y a des passages qui sont tellement horribles que même racontés à une veillée d'Halloween, les ados ne tiendraient pas. C'est horrible. Et en plus, dans le livre de la divination, le Sénat ou d'autres personnes, n'importe qui, enfin surtout des nobles, des gens qui avaient de l'argent, pouvaient aller consulter les aruspices. On parlera tout à l'heure des aruspices. Et donc, vous avez, les faits sont un petit peu en corrélation, c'est-à-dire, il y a des personnes qui vont aller raconter leurs rêves, les aruspices vont leur dire comment ils doivent se comporter par rapport à ce qu'ils ont vu. Et en même temps, il est relaté des faits surnaturels dans l'air. Il vivait une drôle d'époque, je ne sais pas comment il faisait. Alors, Cicéron, dans son ouvrage de la divination, dit dans le paragraphe 63, « Combien de fois le Sénat n'a-t-il pas ordonné aux décemvirs de consulter les livres sibyllins ?» Alors, les décemvirs, c'est un collège composé de 10 personnes. On appelle ça un membre. Donc, ces 10 personnes, on leur demande d'aller consulter les livres sibyllins. Les livres sibyllins, c'est un recueil d'oracles grecs qui sont conservés à Rome durant l'Antiquité. Parce que, en fait, dans combien d'affaires et combien souvent ne s'est-il pas conformé aux indications données par les aruspices, les fameux aruspices. Bon, nous maintenant on dit on va chez la médium, on va chez la voyante, super, elle nous tire les cartes, elle va dans sa boule de cristal. Tout ça, c'est très bisounours. Les aruspices, ce sont des devins qui examinaient les entrailles des victimes pour en tirer des présages. Donc on n'est vraiment pas dans quelque chose de fun. Comment dire, si les décemvirs allaient plus souvent consulter justement les aruspices, ils se seraient rendus compte, par exemple, quand le soleil apparut se dédoubler, quand on a vu 3 lunes, quand les lueurs semblables à des torches allumées sont apparues dans le ciel, quand la nuit, la lumière solaire a resplendi, quand un fracas s'est fait entendre au firmament, quand la voûte céleste a semblé s'entr'ouvrir et qu'on a cru apercevoir des globes par-delà. Cet événement a vraiment eu lieu. Quand la voûte céleste s'écarte et qu'on croit voir des globes par-delà, ça devient vraiment... oui, on peut peut-être dire qu'il s'agit là d'un phénomène ufologique. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser au film Truman Show, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, où il vit enfermé, il passe une belle vie dans un espèce de globe, et puis un jour, il manque de se faire écraser par un projecteur qui lui tombe presque sur la tête. Et là, il se rend compte qu'il vit dans une espèce de... comment dire, de show, quoi, hein, où le monde entier peut le regarder. Eh bien, comment dire, cette lumière est tombée et a percé le ciel voilà, de la sphère où il était. Et bien là, c'est pareil, hein. C'est comme si un petit peu on était observé par des... on ne sait pas qui. Et donc, dans les autres phénomènes, au lever du soleil, il s'avança du septentrion, donc le nord, hein, un globe de feu avec un bruit effroyable du ciel. Voilà. Et Cicéron, avant sa défaite en décembre 43, avant JC, on vit dans le ciel une torche ardente qui se portait vers l'Occident. Une grande étoile brilla pendant 7 jours. 3 soleils resplendirent à la fois, et le plus bas des 3 parut entouré d'une couronne d'épis qui jeta la plus vive clarté. Le soleil, ayant repris la forme d'un seul disque, ne donna pendant plusieurs mois qu'une lumière pâle et languissante. Alors là aussi, j'ai fait une petite recherche quand même. J'ai dit 3 soleils, blabla, une lumière pâle. Bon, je me suis dit, il s'agit peut-être d'une parélie, tout simplement. J'en suis pas vraiment sûre, mais ça correspond à une parélie. La seule chose qui me fait un petit peu tilter, c'est en fait la torche ardente. Mais bon. Donc voilà, cet extrait est raconté dans nos livres UFO actuellement, sans rien autour, hein, sans
Et là, on va partir, on va voyager, on va quitter Rome, la Grèce, et on va aller en Égypte. Et donc, je vais vous parler d'un document qui a fait polémique en son temps, et il fait encore polémique là actuellement. Hein. Donc, il s'agit du manuscrit de Tully. Et donc, Tully, du nom de son découvreur, Alberto Tully, décédé en 1942. Donc je suis allée sur la BNF Gallica, donc dans les domaines d'activité de ce monsieur, Tully. Il est archéologue. Il traite d'archéologie, de préhistoire et d'histoire ancienne. Et il est égyptologue. Cette histoire est dingue. Il est égyptologue. Il est, à l'époque, le directeur de la section égyptienne du Museo Gregoriano Egizio du Vatican. Et puis, tout d'un coup, juste à côté de cette note, on trouve, toujours dans Gallica, il est écrit qu'il est l'inventeur au Caire, en 1933, du papyrus Tully, qui était certainement un faux, l'original n'ayant jamais été retrouvé. Bon, ce manuscrit daterait de l'époque de Toutmosis ou Toutmès III. Son contenu est bien étrange. Ce document est reconnu, alors ce que je vais dire, ça n'engage que moi, ce document est reconnu par les inquisiteurs de la science comme faux. Ça n'engage pas les inquisiteurs, ça n'engage pas l'association, ça n'engage comme. D'après certains, le papyrus aurait des accointances avec la vision d'Ézéchiel. Alors la vision d'Ézéchiel, vous trouverez tous les renseignements sur Internet ou dans des livres ou dans... Voilà, vous pouvez... Donc Monsieur Tully, voilà, et d'après la BNF Gallica et d'autres sources, l'inventeur de ce fameux papyrus. Quelques années plus tard, le prince Boris de Rachwitz, 1926-1997, égyptologue, en est le traducteur. Mais, paraît-il que ce monsieur n'était pas un expert dans ce domaine, dixit les mêmes scientifiques. Sauf que le prince Boris de Rachwitz était un égyptologue italo-russe qui a écrit sur l'histoire de l'Afrique. Il a étudié l'égyptologie au Pontifical Biblical Institute. Bon, c'était, comme tu lis, une nouille, d'après les scientifiques. À la mort de Tully, tous ses biens furent légués à son frère, donc Monseigneur Gustavo, prêtre au palais de Latran, y compris le papyrus, évidemment. Donc, au décès de ce dernier, de Monseigneur Gustavo, tous les biens sont répartis dans la famille et plus de traces du manuscrit. Donc voilà un petit bout, d'ailleurs on dirait presque un document déclassifié du SNV ou de la CIA, là, avec ces trucs noirs qui sont... c'est assez marrant. Alors, lors d'une visite chez un antiquaire, M. Tully trouva un papyrus des plus intéressants. Donc il ne l'a pas trouvé sur place en faisant une fouille, il le trouve chez un antiquaire. Donc un papyrus apparemment très ancien. Le prix du document étant trop élevé, il en fit une copie. Or, l'étrange document était écrit en hiératique et non en hiéroglyphe, comme la langue habituelle sur la plupart des ruines et objets de l'Égypte antique. Ces deux écritures étaient utilisées dans l'Égypte antique, mais le hiératique était davantage associé aux écrits sacerdotaux et sacrés. Puis il l'a fait traduire en texte, en hiéroglyphe. Voilà. Pourquoi ? Donc voici une autre version, dont sont toujours les mêmes hiéroglyphes. Donc si jamais il y a des égyptologues dans la salle, là, vous pouvez peut-être faire des recherches ou le traduire, je ne sais pas. Donc il est dit dans ce papyrus, au cours du 3e mois de l'hiver, dans l'année 22, à la 6e heure du jour, les scribes de la maison de vie virent un cercle de feu dans le ciel. On ne sait pas ce qui est écrit. Il n'avait pas de tête et le souffle de sa gueule avait une odeur immonde.
Son corps avait la longueur d'une baguette et sa largeur aussi. Alors, selon les textes, on lit tantôt baguette, tantôt canne, une canne ou quête ou bâton-corde, valait son coudée royal, soit 52 mètres 30, donc un engin de 52 mètres 30 dans le ciel. Donc cet engin n'avait pas de voix. Le cœur des scribes fut rempli de terreur et de confusion à ce spectacle, et ils se jetèrent à plat ventre. Sa Majesté ordonna, un noir a été examiné, encore un petit point noir, et il médita sur ce qui était arrivé et qui fut enregistré sur des papyrus de la maison de vie. Après que quelques jours se furent écoulés, ces choses devinrent plus nombreuses dans le ciel. Elles étincelaient plus que le soleil jusqu'aux limites des 4 piliers. Toute puissante était la position de ces cercles de feu dans le ciel. L'armée les regarda avec Pharaon au milieu, c'était après le dîner. Puis les cercles de feu montèrent plus haut dans le ciel vers le sud. Des poissons et des oiseaux tombèrent des cieux. Ce fut une merveille inconnue depuis la fondation de ce pays. Pharaon fit apporter de l'encens pour se remettre en paix avec la terre et ce qui était arrivé. Pharaon donna l'ordre de l'écrire et de le conserver dans les annales de la maison de vie, afin que cela soit rappelé pour toujours aux descendants. Donc, en fait, voilà, c'est la fin du manuscrit. Il existe plusieurs traductions. Vous avez des traductions en vieux français, enfin en français. Toutes les traductions qu'on peut trouver se recoupent, donc j'ai pris la plus simple, la plus facile. Après, ils disent que l'original n'a pas été retrouvé, évidemment, puisqu'il n'a pas acheté l'original. L'original est resté chez l'antiquaire. Est-ce qu'ils sont allés le chercher là-bas? On n'en sait rien. Par contre, il y avait un double. Bon, on voit des copies qui circulent sur le net. Et moi, je me suis demandé si la première copie qui avait été faite n'avait pas été récupérée par le Vatican. Voilà, c'est juste une interrogation. Après, rien ni personne ne peut prouver que cette histoire est réelle. C'était quand même des personnes assez engagées, c'était leur fonction, leur métier, leur passion. Est-ce qu'ils auraient eu envie de créer un faux? Je pense que ça ne devait pas être très judicieux de leur part. Peut-être qu'ils avaient besoin de subventions aussi, mais je ne sais pas. Donc voilà pour cette histoire. En ce qui concerne l'Égypte, j'ai voulu vous raconter celui-ci parce qu'il y a d'autres documents qui circulent, d'autres photos. En particulier ce fameux cartouche où on voit des engins extraterrestres qui sont gravés. C'est un faux. Voilà, il ne faut pas croire ce... Voilà, on voit un hélicoptère, je crois qu'on voit un sous-marin, ou je ne sais plus. Celui-là est réellement un faux. Alors on va partir en Inde. Voilà. L'Inde et sa mythologie, avec son épopée lyrique et poétique, à l'abondance de ses écrits en sanskrit, auxquels moult savants occidentaux se sont usés la rétine à la lueur de la bougie et usé les chaussures sur les chemins terreux de ce majestueux pays à la recherche d'écrits précieux. Eh bien, merci à eux pour leur traduction. L'Inde, c'est un vivier, c'est hallucinant. Donc, on va partir de la terre ferme, en fait. Donc, le récit du Mahabharata décrit le combat sans merci que se livrèrent les deux branches des Bharata. Donc, Bharata, c'est une même famille, ils sont nombreux, ils sont riches, ils sont frères, sœurs, pères, mères, cousins, cousines. Et alors, d'un côté, vous avez les Kauravas et les Pandavas. Et ensuite, il y a le Ramayana qui relate les aventures de Rama, un héros mi-homme, mi-dieu. Alors, pour les Occidentaux, c'est-à-dire nous, ce sont des livres mythologiques. En ce qui concerne les personnes, les mouvements qu'on appellerait New Age, ce sont uniquement des livres basés sur de la symbolique. Pour les Indiens, en fait, c'est leur livre d'histoire, c'est ce qu'ils vous disent.
Quand un occidental s'adresse à un Indien ou même un universitaire indien, un professeur, et qui dit « Oh, votre livre de mythologie, le Mahabharata, mais que nenni, non, c'est pas un livre de mythologie, c'est notre histoire, comme vous avez votre histoire avec, je sais pas, Charlemagne, Napoléon, voilà. » Donc quand on l'entend comme ça, on le relit différemment. Alors, dans ces récits, on explique comment des hommes, des dieux et des demi-dieux se sont entretués dans des guerres, utilisant des armes technologiquement évoluées. Mais dans ce carnage sans nom, on nous raconte que l'Inde possédait des engins volants appelés Vimana. Ceux-ci pouvaient se déplacer sur Terre, sur l'eau et dans les airs, et même d'une planète à l'autre, utilisant le mercure comme carburant. Ceci dit, le Samarangana Sutradhara énumère approximativement 49 types de feux propulsifs, donc il n'y avait pas que le mercure. Donc voici un extrait du Mahabharata. Son corps ferme et solide est, selon la règle, comme un grand oiseau fait de bois léger. On place le moteur au mercure à l'intérieur et en dessous un réceptacle ardent rempli de feu. Un autre exemple, alors s'étant élevé grâce au vent produit par le mouvement de ses deux ailes, un homme en position statique s'en allant va merveilleusement dans l'espace par la puissance de ce mercure. Tout simplement. Lui, il me fait penser à Frankie Zapata, pour ceux qui le connaissent. Hein, c'est ce monsieur qui habite du côté de Martigues, hein, et qu'on peut voir de temps en temps quand on va se balader du côté de Martigues ou quand on passe en voiture. Il a inventé une espèce de plateforme sur laquelle il se tient debout. Il a un sac à dos avec le carburant derrière et il vole. Voilà. Et donc ça m'a fait penser un petit peu à ça. À part que Frankie Zapata, il est là maintenant et cet homme, il volait dans les airs. Un autre extrait, aux 4 angles, on a placé, selon la règle, des récipients solides contenant du mercure. À l'aide de fourneaux spéciaux, on chauffait le métal, qui libérait alors sa puissance latente, et le Vimana était projeté dans l'espace à une vitesse fulgurante. Pour en finir avec l'Inde, dans le Samarangana Sutradhara, les érudits racontent que grâce à ces machines, les êtres humains pouvaient voler très haut et les êtres célestes descendre sur Terre. Donc quand ils parlent des êtres célestes, nous on les appelle maintenant extraterrestres. Voilà, eux ils les appelaient êtres célestes. Et ensuite, concernant l'œuvre que vous voyez affichée, c'est une œuvre qui est tirée du Ramayana. Et il est raconté, ce tableau d'une composition magistrale célèbre les joyeuses retrouvailles de Rama et de Sita et leur retour au pays après un long exil de 14 ans. Le char céleste d'or, capable de se déplacer à la vitesse de l'esprit. Ça, c'est assez... ils sont en train de faire des recherches par rapport à ça actuellement, comment faire voler des engins avec la pensée. Donc, capable de se déplacer à la vitesse de l'esprit, fut convoqué auprès de Rama. Et le couple royal réuni est assis dans la chambre la plus haute. À droite du tableau, les habitants de Lanka, reconnaissant, sortirent pour leur dire adieu, les yeux brillants d'adoration. De merveilleuses créatures marines affichent une expression de joie. Et les singes et les ours victorieux se réjouissent en traversant le pont terrestre depuis l'île de Lanka. Bon, je pense que c'était plutôt les habitants qui devaient être tellement contents que, trouvaient que tout le monde souriait, même les ours. Pour les Indiens, ces manuscrits sont considérés comme partie intégrante de leur histoire, et non comme de la mythologie. Et puis d'ailleurs, qui sommes-nous pour en décider autrement ? Du coup, on était en Inde, on va continuer avec les contrées tibétaines. Les textes sacrés du Tanchour, comprenant 25 volumes du Kanchour, dont 1/100 seulement sont traduits, font allusion à des engins aériens très fuselés ou sphériques, mais aussi transparents, qui tournent sans cesse en orbite autour de la Terre. Des navires aériens de plus de 2000 bras de long, 1 kilomètre,
transportant plus de 1000 personnes et si grands qu'on les distinguait parfaitement du sol. De petits appareils s'en échappaient, assurant le transport de marchandises, mais également des navettes utilisées pour des repérages de territoire et d'éventuelles missions militaires. Voilà. Donc en ce qui concerne l'Antiquité, ben voilà, ils ne sont pas sans reste de phénomènes complètement extraordinaires. Et en fait, en lisant un petit peu tous ces documents, donc j'ai pas lu les livres en entier, le livre des prodiges, je l'ai pas lu en entier, petit livre non plus, c'est des documents qui ont un nombre de pages incalculable. Et en plus, après, ça dépend de la traduction. Vous avez des traductions en vieux français pour certains, et on ne trouve pas la traduction en français. Donc, vieux français, même si j'arrive à le lire, c'est fatigant. Ils parlaient, ils écrivaient, ils parlaient beaucoup plus facilement que nous, tous ces phénomènes. On a un petit peu un veto, là, sur tout ce qui se passe dans le ciel. Faut pas parler de tout, faut pas, voilà. Alors que eux, non, voilà, ce sont des phénomènes, ça fait partie de notre vie, voilà. Donc, on a de la chance, parce qu'on peut trouver des histoires complètement dingues. Bon, là, du coup, on quitte l'Antiquité pour un petit voyage au Moyen-Âge. Donc, les moines copistes, ainsi que les chroniqueurs, vont des siècles durant noter presque au jour le jour les événements d'histoire médiévale. Donc, grâce à leurs écrits, il a été possible de mettre à jour des événements apparentés à l'ufologie, ce qui était idem pour l'Antiquité. Ils notaient tout ce qui se passait, pratiquement. En particulier dans l'Antiquité, quand il vous parle, c'est juste une petite aparté, quand vous lisez que dans telle ville, il y a un enfant qui est né, il avait 3 jambes et 2 têtes, et qu'ils ont été obligés de faire circuler 28 vierges dans la ville, qui récitaient des prières, et qu'ensuite une torche a traversé le ciel et tout ça, ces événements, ils se sont passés, c'était horrible, ils tuaient les enfants qui naissaient mal formés, enfin c'était horrible, bref. Donc, et tout était noté et tout était consigné, comme au Moyen-Âge. Alors là, j'ai trouvé un petit article dans le journal Le Courrier de Saône-et-Loire du 27 octobre 1954. Le sous-titre, c'est « Les cigares volants remontent à 1034 ». L'article est écrit à Nancy. Donc, il est dit « Les cigares ne sont pas l'apanage de notre siècle. Hier, en fouillant les archives de la ville de Verdun, un érudit, le chanoine Boulot, est tombé sur un incunable remontant à 1493, provenant de la bibliothèque de Saint-Héry. L'auteur, l'humaniste allemand Hartmann Schedden, c'est ce qui est écrit dans l'article Schedden, S-C-H-A-E-D-E-N, relate qu'en 1034, une boule de feu de dimension curieuse a été observée dans le ciel, voguant du sud vers l'est. Puis, elle se tourna ensuite en direction du soleil couchant. Le texte est contemporain des célèbres chroniques de Nuremberg et illustré d'une enluminure. On voit sur un ciel bleu une sorte de cigare volant environné de flammes, survolant des vallons verdoyants. Bon, j'ai fait des recherches. Je voulais absolument trouver cette enluminure magnifique, avec cet engin en flammes dans un ciel bleu et verdoyant. Je ne l'ai jamais trouvé. Jamais. J'ai fait des recherches dans des bouquins UFO, Moyen-Âge, je ne trouvais rien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'article a fait une faute d'orthographe sur le nom de Schedden. C'est Schedel. Celui qui a écrit les chroniques de Nuremberg, c'est Hartmann Schedel et non Schedden. Et je me suis dit, bon, là, il y a déjà une faute, ça arrive en tant que journaliste de faire une faute. Je ne sais pas qui c'est, il n'était pas signé l'article. Et là, je me suis dit, allez, courage, tonton, va sur ChatGPT. Donc j'ai fait une recherche sur ChatGPT en lui donnant déjà
tous les termes, tous les mots clés. Et alors, il a été extraordinaire. Il a cherché dans le monde entier, dans des bibliothèques aux États-Unis, en Autriche, en Allemagne, dans des bibliothèques privées, et à chaque fois il me disait, est-ce que vous voulez que j'aille chercher là-bas? Oui. Est-ce que vous voulez que j'aille chercher? Oui, allez-y, cherchez, parce que moi ça me fatigue, je ne trouve rien. Et en fait, j'ai dû passer 3 jours sur ChatGPT, vraiment et en fait, il a conclu qu'il s'agissait d'un fake, d'un canular, et qu'il avait sûrement été réalisé par des ufologues amateurs. J'étais morte de rire, des ufologues amateurs. Donc voilà, si un jour, en lisant des documents, des livres sur l'ufologie, et vous tombez sur cet article, sur cette histoire, sachez qu'elle est fausse. Voilà, on ne trouve rien. Donc là, on va se déplacer, on va aller en Transylvanie. Une étrange peinture sur le mur d'une église de Sighisoara en Transylvanie, datant du XIVe siècle. Celle-ci représente le lieu de naissance de Vlad III l'Empaleur, qui n'est autre que Dracula. Un château comme un autre, jusqu'à ce qu'on remarque la présence de ce qui s'apparente étrangement à un vaisseau spatial, là, comme ça, au-dessus du toit. Et là, alors là, je suis en train de vous lire un article, et là, c'est la porte ouverte à toutes les spéculations. Et si la croyance selon laquelle Dracula devait boire du sang humain pour rester en vie était fondée, s'il était un alien, cela expliquerait beaucoup de choses. Après tout, certaines espèces d'aliens doivent se nourrir d'humains, entend-on souvent, ce que dit Scott C. Waring, spécialiste des ovnis, à l'UFO Sighting Daily. Bon, ça c'est son délire. Mais effectivement, cette peinture est assez étrange. Il faut savoir que cette petite église de Sighisoara a subi plusieurs incendies et que l'œuvre n'a jamais été... elle a subi des dégradations, mais elle n'a jamais été brûlée vraiment. Elle n'a jamais fondu ni péri dans ces incendies. Donc, à chaque fois, elle a toujours été un tout petit peu restaurée. Il s'est posé la question de savoir si des experts, des scientifiques l'ont analysée, et certains se sont posé la question de savoir si cette espèce d'engin qu'on voit au-dessus du toit, a été fait récemment. Et ils en ont conclu que non, elle fait partie de l'origine, puisque les coups de pinceau sont à l'identique des nuages qui sont au-dessus. D'ailleurs, c'est le même artiste qui a créé de boucliers qui est juste au-dessus. En plus, on voit bien la fumée qui descend des nuages. Bon. Et on ne trouve rien d'autre sur l'explication de ce tableau. Moi, je n'ai pas trouvé plus. Donc du coup, de Transylvanie, on va partir en Angleterre. En 1067, venant de Normandie, plusieurs membres d'un équipage périrent en mer dans la Manche. Un feu brillait et brûlait superbement dans les airs. Il vint près de la terre et l'illumina pendant quelque temps. Puis il repartit, remonta très haut et alors fila à l'intérieur des eaux. À de nombreux endroits, il brûla des bois et des cultures. Dans le Northumberland, on vit ce feu à 2 reprises. Donc voilà, c'est un espèce de feu qui se déplaçait. C'est pas une comète ou des morceaux d'astéroïdes qui sont tombés, paf, là. Non, ce feu se déplaçait, il s'est déplacé au-dessus de cultures, dans des bois, il a fini par se rediriger du côté de la mer et tomber dans l'eau. Et ce témoignage est rapporté par Geoffroy Guémard dans ses L'Historie des Anges solum Mestre Geffrey. Voilà, donc c'est du vu et du vécu en France. Par Jean Juvenal des Ursins, magistrat, prélat et historien dans l'histoire de Charles VI, roi de France depuis 1380 à 1422, donc j'ai coupé le titre parce qu'il est très long. Donc on peut lire le texte suivant. Année 1395. En cette année,
furent merveilleux vents. Ah ouais, c'était un texte en vieux français, donc j'ai essayé de le modifier un petit peu, voilà, pour que ce soit un peu plus facile à lire et à entendre. Donc, année 1393, en cette année furent merveilleux vents par l'espace de 3 mois, et spécialement au mois de septembre, qu'ils abattaient des gros arbres portant des fruits, des forêts, des maisons et cheminées, et cela était grande pitié des dommages qu'ils faisaient au diocèse de Maguelone. Donc ils ont dû essuyer une sacrée tempête pour que ça détruise autant de maisons et d'arbres. Au pays de Languedoc fut vue au ciel une grosse étoile et 5 petites, lesquelles, comme il semblait assaillir et voulaient combattre la grosse et la suivirent dans l'espace pendant une demi-heure, et on entendit au ciel des voix ressemblant à des cris. Et après fut venu un homme qui semblait être de cuivre, tenant une lance en sa main, qui toucha d'une pointe la grande étoile et la frappa, et on ne vit plus rien. En aucune marche de Guyenne furent entendus les voix et les froissements de harnais et de gens qui se combattaient. Et parce que les dites choses advinrent avant la bataille de Hongrie, aucun disait que c'en était là la signification. Guyenne, c'était l'Aquitaine à l'époque. Voilà. Et donc, ils se sont posé des questions, d'où est-ce que ça vient? Ils n'étaient pas assaillis par des gens qui venaient d'Aquitaine et qui voulaient guerroyer, donc ce n'était pas des bruits de harnais, de chevaux, de combats, ce n'était pas ça. Et à la suite de ça, il y a eu la bataille de Hongrie, et ils pensaient que ce phénomène qui avait été vu dans le ciel était un présage. Mais bon, quand il se passe quelque chose dans le ciel, il se passe toujours des choses après. C'est pas forcément le présage d'une guerre ou voilà. Voilà, à l'époque, il leur fallait des présages à tout prix. Là, carrément, on va partir, on va aller au Japon. Donc, le 23 août 1015, 2 objets lumineux sphériques sont observés au Japon, alors qu'ils laissent échapper 2 étoiles. Donc là aussi, ce sont des tout petits extraits, un petit peu comme ce que Julius Obséquens avait fait dans son livre. Le 22 janvier 1094, on observa un objet métallique peu avant le coucher du soleil, et 2 ans plus tard, en juillet-août 1096, 10 lumières en ligne droite survolaient à leur tour le territoire nippon. Alors là, mon esprit n'a fait qu'un tour. 10 lumières en ligne droite. À qui j'ai pensé? Elon Musk, avec ses petits satellites. Voilà. Le 12 août 1133, un grand objet argenté aurait presque atterri au Japon. Le 27 octobre 1180, un objet lumineux, semblable à une nacelle en terre cuite, décolla en pleine nuit d'une montagne de Kyushu et se dirigea vers le nord-est, en direction du mont Fukuhara. L'objet changea de route, fila vers le sud et disparut en laissant une traînée lumineuse. Et en 1361, un objet volant en forme de tambour et mesurant 20 pieds de diamètre avait surgi d'une île nippone et avait survolé tout l'ouest du Japon. Le 7 mars 1458, 5 étoiles apparurent, formant un cercle autour de la Lune. Elles changèrent 3 fois de couleur et disparurent soudainement. Voilà. Donc en fait, j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des centaines et des centaines d'événements partout dans le monde. Je ne suis pas allée en Amérique du Sud, il y a des pays comme ça ou des continents que j'ai évité, sinon ça aurait demandé 3 heures En fait, voilà, à ces époques-là, il se passait des tas de choses dans le ciel, partout dans le monde. Tous ces événements étaient écrits et consignés quelque part. Et sauvegardés, évidemment. Et donc, j'ai quand même gardé la petite pépite, la petite dernière, là, pour terminer. Je l'aime beaucoup, elle est trop mignonne. Le 24 septembre, c'est toujours au Japon,
le 24 septembre 1235, alors que le général Yositsume campait avec son armée dans une province, des lumières apparurent soudain, çà et là dans le ciel, en tournoyant vers le sud-ouest et en laissant comme des traînées. Le phénomène dura jusqu'au lendemain matin, et à la requête du général, évidemment, une enquête fut aussitôt menée. La conclusion fut qu'il s'agissait, d'après les savants consultés, d'un phénomène très rare. En l'occurrence, c'était le vent qui faisait remuer les étoiles. Mais ils n'ont pas eu leur réponse, ils ne savaient pas ce que c'était, quoi, en fait. Donc, voilà. Donc, tous ces témoignages parcourent les siècles, mais beaucoup d'entre eux, dans les livres sur l'ufologie, ont été sortis de leur contexte. À commencer par Julius Obséquens, qui n'était pas un ufologue. Il a compilé des extraits de phénomènes étranges. En fait, c'était l'influenceur de l'Antiquité, quoi. D'autant plus que nous n'avons pas d'informations sur son identité. On recherche, ils ne savent pas quand est-ce qu'il est mort, on ne sait pas trop qui était-il. Voilà. Peut-être qu'il était une IA des temps anciens. On va le savoir cet après-midi, on va avoir une conférence sur l'IA. Donc, il est quand même difficile d'associer tous ces événements à de l'ufologie, dans la mesure où nous avons nos propres termes et eux avaient leurs propres termes. Quand ils disent qu'ils voyaient 3 soleils et 3 lunes, est-ce qu'il s'agit réellement d'un phénomène astronomique étrange? Est-ce qu'il s'agit d'une parélie? Et comme ils n'ont pas les mêmes termes que nous, peut-être que c'était réellement des ovnis, des engins extraterrestres. Hein. Voilà, donc je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller consulter ces livres de Julius Obséquens ou Tite-Live. Bon, Tite-Live c'est un peu ardu, vaut mieux lire Julius Obséquens, il a pris des extraits, c'est plus simple. Et vous avez des traductions en français dans la BNF Gallica. Voilà. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à tout à l'heure, hein, et bon appétit surtout. Est-ce qu'éventuellement vous auriez une question ou deux à poser à Martine avant la pause? Là, moi j'ai une question sur le mercure. Parce que, a priori, je ne pense pas que ça puisse constituer un combustible, mais peut-être que sous ce mot de mercure, ça couvrait une autre substance. C'était pas forcément du mercure. Alors, c'est fort possible. Moi, je ne suis pas du tout ingénieur. Je sais que les Indiens ont la capacité les alchimistes indiens, de manipuler le mercure. Moi, j'avais vu un documentaire sur un scientifique indien qui mangeait du mercure. Donc, c'est un journaliste occidental qui avait créé le documentaire. Et en fait, d'abord, il était très malin, ce vieux, c'était un vieux monsieur. Il explique, regardez, il avait la boule de mercure dans la main qui était solide. Ça ressemblait pas au mercure des thermomètres, hein, tu sais, voilà. Son mercure était assez solide, sous forme de pâte. Et en fait, il dit au journaliste, regarde, je peux donner à manger à ma femme. Alors moi, je regarde ça, il prend pas de risque, quoi. Hein. Et donc, sa femme en mange un bout, mais le journaliste, il lui dit, moi, je veux que ce soit vous qui mangez un bout. Il a pris le mercure, il l'a mis dans la bouche, et il l'a mâché. Et il lui a dit, tu vois, j'ai rien. Voilà. Donc, c'est de la chimie. Je ne suis pas chimiste, il n'a pas dit comment ils avaient transformé ce produit. J'ai vu aussi des documentaires sur des gens qui font mumus dans leur garage ou dans leur petit laboratoire, où ils mettent du mercure liquide dans des espèces de coupelles, tu sais. Et ils approchent des aimants ou des appareils électriques, et tu as le mercure qui réagit à une vitesse phénoménale. Ils ont réussi à lancer donc une bille liquide de mercure dans une coupelle transparente, tu sais, les coupelles de laboratoire là, fermées, les boîtes en plastique. Et en fait, alors je crois qu'il y avait un espèce d'engin avec des aimants, je sais plus, tu sais, je suis pas... et en fait, la bille de mercure s'est mise à tourner, mais à une vitesse, mais en l'espace d'un quart de seconde. Et elle s'est mise à tourner très rapidement, et ils ont enlevé les appareils, ils ont laissé que la boîte avec le mercure qui
tourner sans arrêt, sans les appareils. Donc, en plus, il est dit aussi dans le Samarangana Sutradhara, il dit qu'il existe 49 types de feux propulsifs. Donc, tu as le mercure, avec quoi il le combine? C'est vrai que le mercure, quand il le chauffe, dans les laboratoires, c'est ce qu'ils font, ils le chauffent avec un appareil. Donc, le mercure se met à tourner dans la... Voilà, il est... Maintenant, s'il le laissait comme ça sur une plateforme, je ne sais pas ce que ça donnerait. Après, il faut savoir lire le sanskrit et aller lire le Samarangana Sutradhara. Où là, ils expliquent justement comment certains appareils fonctionnaient avec tous ces feux, bon, avec tous ces propulseurs, quoi. Mais par contre, alors je tiens à dire, il existe un document, un livre qui a été édité au XXe siècle, je ne sais plus à quelle date, je m'en excuse. Il a été écrit par un Indien où il parle des Vimanas. Et dans ce livre, on va trouver des plans avec justement comment propulser son Vimana avec du mercure. Il a même fait il en a fait un en réel. Il s'est à peine soulevé le truc. Hein. Donc en fait, quand les plans ont été examinés par des ingénieurs, ils ont dit mais son truc, ça peut pas marcher. Non. Et il vend son livre comme étant un livre d'ingénierie, voilà. Donc il ne faut surtout pas l'acheter, quoi. Parce que tout ce qui est à l'intérieur est erroné, c'est faux. Mais peut-être, tu as raison, peut-être que ce qu'ils appellent le mercure, mais c'était autre chose, mais ils sont quand même assez avancés en chimie, en alchimie.